Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Moving On Summit à Montréal. Je suis Alexis Hoffergeld et j'ai le plaisir d'interroger M. Guillaume Pepy, le président de la SNCF. Bonjour. Alors merci d'être là. Je crois que c'est la deuxième année que vous participez. On est très heureux de pouvoir vous écouter. Le groupe SNCF, c'est le train, c'est le rail, c'est la France, c'est ce qu'on connaît, mais vous êtes partout dans le monde et pas simplement sur le train, le rail, vous êtes sur la mobilité. Comment est-ce que vous expliquez votre présence ici aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a comme importance à vos yeux? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un énorme changement, hein. On était connu comme le monopole du train en France, mais ça fait plusieurs années qu'on est en fait une entreprise française, mais on est une entreprise internationale de solutions, de mobilité avec un S à la fin, et puis de logistique. Et cette transformation du groupe, elle commence à se voir puisqu'on est présent dans 120 pays. Et d'ailleurs, l'Amérique du Nord est notre deuxième zone d'activité après la France. Alors, si vous êtes aujourd'hui à Moving On et que vous revenez, j'imagine que toutes ces solutions de mobilité durable, ça parle à la SNCF. Vous êtes proactif. Qu'est-ce que vous faites en termes de mobilité décarbonée? Est-ce que vous avez des projets? On parle du train hydrogène. Est-ce que vous souhaitez déjà en parler dès maintenant? Alors, pourquoi Moving On? D'abord parce que c'est quelque chose de très spécifique, très original. C'est une espèce d'événement expérientiel. Donc, il se passe plein de choses de nature différente. Et puis, c'est un lieu de networking qui est assez unique. Pourquoi est-ce que la SNCF y est? Essentiellement parce qu'au fond, nous, on a un projet simple. C'est de décarboner des mobilités des personnes et des marchandises grâce au train, mais pas que grâce au train, grâce à une chaîne de mobilité qui couvre jusqu'au dernier kilomètre. Et dans les choses les plus importantes, il y a effectivement ce projet du train à hydrogène. Je vous en dis deux choses. Techniquement, c'est faisable. La technologie est maîtrisée. Après, il y a une question de logistique. Il faut avoir des stations-service bien positionnées, il faut savoir comment se ravitailler. Et puis surtout, la question qui est derrière, c'est comment ça marche opérationnellement, le train à hydrogène, et puis quelle certification, quelle garantie de sécurité, et puis aussi le modèle économique. Est-ce que ça va coûter 30% plus cher que les trains actuels, ou est-ce qu'on va arriver à avoir un modèle économique qui soit viable? Et donc pour y arriver, on va construire d'abord un prototype, probablement dans les 18 mois qui viennent, avec un certain nombre de partenaires, et notre volonté, c'est que d'ici 2-3 ans, on puisse avoir en France, allez, entre 15 et 20 trains TER à hydrogène qui permettent non pas seulement de faire l'expérience, mais de tester en vraie grandeur ce que serait du train régional à hydrogène. Donc c'est extrêmement ambitieux parce qu'on voit bien que la solution hydrogène, c'est celle qui, du point de vue du zéro émission de carbone, du zéro particule, est la plus efficace. Alors, quand on achète son billet de train, on a tout de suite le bilan CO2 qui est affiché, c'est très clair. Est-ce que vos clients, vos usagers, ils sont sensibles? Est-ce que vous sentez une tendance vers ça? Et est-ce que pour aller vers l'hydrogène, ils vous ont aussi aidé à vous dire on a envie de ça, ou c'est vous qui poussez? Non, moi ce que je sens, c'est que les choses ont vraiment changé. C'est-à-dire que, au fond, ces préoccupations, elles étaient minoritaires il y a encore 3 ou 5 ans. Aujourd'hui, dans les générations qui arrivent, aussi bien les générations de salariés, les générations d'étudiants, les générations de citoyens, on voit qu'il y a une très forte pression justifiée qui interpelle les entreprises sur mais qu'est-ce que vous faites concrètement. Donc tant mieux, il y a une énorme pression. Et ce qu'on va par exemple faire dès cette année, c'est qu'au lieu d'avoir un programme de fidélité bien classique dans lequel en gros plus vous roulez, plus vous gagnez des kilomètres pour rouler, que ce soit en train, en avion ou en voiture, on va lancer un nouveau programme de fidélité qui s'appelle WeGreen, où il y a en quelque sorte 2 récompenses. La première récompense, c'est que vous avez un compteur des kilos de CO2 que vous avez évité à la planète en utilisant le train. Donc ça, c'est une forme de fierté d'avoir été contributeur. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous récompense en vous proposant des offres gratuites pour couvrir par de l'autopartage, du covoiturage, de la voiture électrique, les derniers kilomètres qui vous séparent du train de la maison. Autrement dit, un programme de fidélité, WeGreen, qui aura beaucoup plus de sens, beaucoup plus de force que les programmes de fidélité classiques qui amènent de la mobilité contre de la mobilité. Je comprends. Et alors, l'actualité nous permet de parler de l'assistant personnel de mobilité que vous lancez très prochainement, enfin que vous développez. Comment est-ce que ça va fonctionner?
pour l'usager, pour faire son dernier kilomètre, ou comment est-ce que vous allez imbriquer les différentes solutions? Il y a une aspiration de tout le monde, hein. Quand on regarde son téléphone portable, on s'aperçoit qu'on a 3, 5, 7, 10, 15 applications de mobilité. Et que lorsqu'on essaye soi-même de combiner différentes choses, c'est compliqué. Il y a des numéros de code différents, il y a des tarifs différents, on ne peut pas payer en une fois, il faut avoir des tickets différents. Bon, en gros, est-ce qu'on peut, oui ou non, faire une application intégrée, un assistant personnel de mobilité qui vous permette d'aller du point A au point B en combinant les différents modes? Nous allons lancer notre première version le 18 juin, donc la semaine prochaine, mais on ne sera pas les seuls. Il y a d'autres entreprises qui travaillent sur les mêmes projets. Et notre idée, c'est d'être très ambitieux, c'est-à-dire d'avoir à la fois des choix d'itinéraire de bout en bout, le planning en quelque sorte, de pouvoir payer en une seule fois, alors qu'il y a peut-être du VTC, il y a peut-être du train, il y a peut-être de la location de voiture, d'avoir les réservations, toutes les réservations sur la même application, tous les tickets sur la même application, pour pouvoir en quelque sorte avoir un trajet fluide et oublier la petite complexité que représente malgré tout le fait de changer de mode de transport. Il y aura ensuite d'autres versions parce que, évidemment, au fur et à mesure que cette idée d'application personnelle de mobilité va progresser, il va y avoir énormément de demandes. Quid s'il y a une rupture de correspondance? Qu'est-ce que mon application me propose? Bon, voilà, on va travailler. L'objectif, c'est de faire une application de toutes les mobilités et non plus une application de tous les trains. Ça, vous allez le lancer pour la France dans un premier temps, ou vous pensez l'étendre à d'autres pays? France pour un premier temps. C'est évident qu'ensuite, beaucoup de voyageurs ont envie d'une application européenne. On en rêve, hein. Moi le premier, oui. Tout de suite, on rêve de ça. On rêve tous de ça, mais parce que, au fond, le principal obstacle au transport collectif, quand on interroge les citoyens, c'est sa complexité. Ouais, et l'information. La complexité, l'information, les cas où il peut y avoir des perturbations. Et donc, si on veut vaincre les réticences au transport collectif, il faut apporter avant tout la simplicité. C'est ça qui est aujourd'hui, et comme chacun sait, être simple, c'est compliqué. Alors, pour être simple, sans être compliqué, souvent on passe par le digital s'il est bien pensé. Vous investissez dans le digital avec ces applications. Je me posais une question. Il faut évidemment des investissements colossaux dans les infrastructures, dans la maintenance, demain dans le train hydrogène. Quelle est la part que vous allez dédier au digital pour faciliter l'expérience du voyageur? Ça, je crois enfin, il faut peut-être pas d'ailleurs les opposer. Voilà, il y a quelques années, on aurait encore dit j'investis 300 millions d'euros chaque année dans le digital pour mes clients. Mais ça n'a plus aucun sens parce qu'en réalité, tous les investissements qui sont faits pour les clients ont une part digitale, tous. Et même tous les investissements industriels aujourd'hui font appel au digital avec en gros un mot dans notre métier qui s'appelle Digital Railway, c'est-à-dire qu'au fond, les chemins de fer sont en train de se digitaliser et ça va depuis la production, l'entretien des voies, jusqu'à la relation client, puisqu'on est capable aujourd'hui, et ça va de soi, de traiter les remboursements, les réclamations par mail. On est capable de relier le CRM, c'est-à-dire la relation client, avec les questions tarifaires. Bref, on est en train de changer complètement la façon dont le chemin de fer fonctionne. Avant, le chemin de fer, c'était une affaire de foule, de flux. Et aujourd'hui, en réalité, c'est une affaire individuelle. On transporte peut-être, nous, en France, 4,5 millions de voyageurs tous les jours par le train, mais en fait, c'est 4,5 millions de fois une personne. Parce qu'en réalité, chacun a droit, au fond, à un service personnalisé. Très clair. Alors, j'avais là envie de vous poser une question également sur les zones peu denses. On parle beaucoup, évidemment, des villes qui vont se développer de plus en plus, de la population urbaine. Qu'est-ce que vous faites dans les zones peu denses, pour les territoires ruraux où vous êtes présent et vous êtes même un des seuls maillons qui permettent de les toucher? Et j'imagine que ça a un coût aussi pour vous. C'est un enjeu absolument essentiel parce que si, au fond, la mobilité de demain souple, décarboné, partagé, etc. C'était en gros pour le monde des métropoles, laissant de côté les zones moins denses, ça serait absolument catastrophique pour l'équilibre d'un pays et l'équilibre du monde. Donc, sur ces zones qui sont moins denses, il faut absolument innover. On ne pourra pas mettre des trains partout, on ne pourra pas mettre des bus partout. On a, par exemple, deux idées. La première idée, c'est quand une ligne de train
a fermé, certaines ont fermé depuis des générations. Est-ce qu'on ne peut pas réutiliser la plateforme pour mettre dessus un service de voiture ou de navette autonome qui peut faire donc un service à la demande à un coût très bas. Et à ce moment-là, on a un service public ouvert à tous, accessible aux handicapés, voire peut-être un jour accessible aux marchandises, et qui est simplement un mobile qui va réutiliser cette plateforme, mais quand on en a besoin. Donc ça, c'est un projet de véhicule autonome sur des plateformes ferroviaires réutilisées. Il y a d'autres idées qui sont aussi un peu ébouriffantes, c'est qu'on a encore beaucoup de véhicules dans ces zones-là qui sont des véhicules sanitaires qui vont chercher quelqu'un pour aller faire une radio, pour aller faire un examen, pour ramener quelqu'un de l'hôpital, etc. Ça, c'est payé par la collectivité, c'est payé par le système social. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les places vides de ces véhicules, qui s'appellent des véhicules sanitaires légers, pour proposer ces places à d'autres personnes qui ont besoin d'aller faire un papier en préfecture, qui ont besoin d'avoir un rendez-vous en ville et qui profiteraient à ce moment-là à un coût faible ou nul de ces sièges libres entre la région et une ville importante. Donc voilà, on est beaucoup sur la technologie et on voit tout de suite tout ça fait appel à du digital à haute dose, parce qu'en réalité, il s'agit de faire une place de marché, de rapprocher des offres et des demandes, et tout ça est extrêmement fin. Merci. Alors, vous avez finalement transformé ce que fait la SNCF. C'était que le rail à l'époque. Vous disiez le monopole du rail. Vous êtes maintenant sur tout ce qui est mobilité. Ça ne se fait pas seul. Ça se fait avec des partenariats, j'imagine, peut-être des rachats. Enfin, comment est-ce que vous voyez la SNCF dans 20 ans? Vous avez piloté la SNCF c'est vrai les dernières années. Au début, la culture, c'est de racheter, c'est de développer soi-même et c'est d'élargir en quelque sorte le spectre de l'entreprise. Et on voit pas mal d'entreprises qui font de la croissance horizontale. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'est bien de tester notre capacité à faire du covoiturage, à faire de l'autopartage, à faire du véhicule électrique, mais qu'il ne faut surtout pas avoir l'ambition de tout faire. En revanche, et c'est ça le sens de la plateforme, c'est-à-dire de l'assistant de mobilité, il faut que ce que nous faisons, nous, s'agrège avec ce que font d'autres. Par exemple, nous sommes entrés comme partenaire de Blablacar. Blablacar doit être chez nous. Nous avons une relation très forte avec les VTC et avec les taxis professionnels. C'est pas nous qui allons faire tout ça, tout seul, mais ils sont sur la plateforme. Bref, l'écosystème est en train de complètement changer. On fait certaines choses soi-même, mais on fait surtout venir les autres et dans une logique qui fait que pour le client, c'est transparent. Peu importe que le fournisseur, ça soit la SNCF, ou ça soit Uber, ou ça soit G7, ou ça soit les taxis Roger à Marignane, l'essentiel, c'est que l'utilisateur ait le choix de ces différents services et surtout qu'on ait le fameux plan, book, pay, ticket sur la même application. Ça, c'est une vision importante. Je pense que vous me demandez à 20 ans, c'est ça, moi, dont je rêve, c'est-à-dire au fond un système qui est transparent pour les utilisateurs et qui rend le transport collectif aussi facile que la voiture. Eh bien, on partage le même rêve. Merci beaucoup, Monsieur Pépi. Merci à vous. Merci beaucoup.